Automne 1982. L'Union soviétique se débat dans les pires difficultés. L'invasion de l'Afghanistan, entreprise 2 ans plus tôt, n'a rien réglé. Pour la première fois depuis 1945, les jeunes soldats soviétiques, au nombre de 120 000, sont engagés dans une guerre sanglante. La Pologne a connu un soulèvement démocratique d'une gravité incomparablement plus grande encore pour l'Empire soviétique, dont elle est l'un des fleurons les plus précieux. L'état d'urgence, proclamé 1 an auparavant par le général Wojciech Jaruzelski, a préservé les intérêts immédiats de Moscou, mais n'a rien réglé sur le fond. La crise économique, qui est en réalité une crise du système tout entier, a en fait démarré vers 1976 et entraîné une véritable récession masquée à l'opinion par des statistiques fausses. Mais elle ronge comme un cancer une société soviétique qui se délite et sous-estime encore l'ampleur de son mal. Quant à la direction politique du pays, composée de la dernière génération des secrétaires de Staline, elle est, à l'image du régime, vieillie, fourbue, et de ce fait atteinte par le ridicule. Elle ne fait plus même peur à une opinion excédée. Un seul homme, pourtant, donne le sentiment d'appartenir à un autre monde, plus authentique, plus sombre aussi, et sans doute plus violent. Le président du KGB, la police politique du pays, Youri Andropov. Il a commencé à avancer de manière décisive vers l'avant-scène en devenant le numéro 2 de la direction en février 1982, juste derrière un Brejnev qui donne tous les signes de la maladie terminale. Le 11 novembre 1982, Andropov aura pris le pouvoir suprême après que Brejnev eut été terrassé par une crise cardiaque. Tout le monde alors redoute cette accession au poste de chef suprême de l'ancien patron de la plus grande police du monde. Est-ce le signe enfin arrivé de l'affrontement final avec l'Occident, au moment même où les tensions sont à leur point maximum, en Europe, en Afghanistan et même en Amérique centrale? Avant d'étudier la personnalité de cet homme et sa volonté politique, la première question qui se pose est donc tout d'abord de comprendre comment la direction politique de l'Union soviétique en est venue à remettre les pleins pouvoirs à travers son chef le plus prestigieux à la police politique, le KGB. Comme la France d'Ancien Régime, l'Union soviétique est alors en proie à une triple crise, impossible à juguler par les moyens orthodoxes. À court terme, le poids de la course aux armements a englouti des ressources croissantes et effondré la productivité du secteur civil, de l'agriculture, des industries de consommation, entraînant une explosion du marché noir et de la corruption. À moyen terme, le pays paye la féodalisation du régime, intervenue à la chute de Khrouchtchev, lorsque Brejnev eut décidé de maintenir indéfiniment tous les responsables, notamment les plus incapables et les plus fidèles, à leur poste. À long terme, le système explose de la surdose de violence politique et économique qui lui a été infligée sous Staline. La croissance accélérée de l'industrie ne peut fonctionner qu'avec un système de type militaire fondé sur les bas salaires, la terreur policière, le réservoir de main-d'œuvre des campagnes et la production d'objets peu sophistiqués. Le passage progressif de l'Union soviétique à la maturité technologique a mis fin, brutalement, au modèle dès le début des années 70. Face à cette crise, 2 attitudes étaient possibles. Première attitude, la mise à plat du système. Mais celle-ci fait trop peur à des dirigeants trop médiocres sur le plan intellectuel. Ne dit-on pas de Brejnev que le Parti communiste, fatigué des numéros 1, s'était choisi avec lui un véritable numéro 0. L'autre attitude, la fuite en avant, s'est opérée, effectivement, à partir de 1974-75. Une direction soviétique, inquiète sur le front intérieur, a joué à fond, alors, la carte de la confrontation avec l'Occident, en Europe, mais surtout dans le tiers-monde, en Afrique en particulier, et pour finir, en Afghanistan. Bref, par peur, inertie et incompétence, Brejnev a ajouté une crise internationale à une crise intérieure de plus en plus sérieuse. Un tel bilan de faillite, même en Union soviétique, peut se solder par un coup d'État interne. C'est très exactement ce qu'a réussi Andropov, bien que le système ait tout fait pour interdire aux chefs successifs de la sécurité d'État de jouer un rôle politique direct. Mais pour cela, il fallait aussi un homme d'une trempe peu commune, capable de connaître le système, mais aussi de ruser avec lui. Andropov était un tel homme. Il y a toujours beaucoup de mystères
qui entoure sa biographie malgré 5 ans de glasnost sous Gorbatchev et 7 ans de démocratie russe avec Yeltsin. On ne sait pas grand-chose de son père en particulier, un cheminot, de sa mère, un professeur de piano sans doute réfugié dans la lointaine province méridionale de Stavropol à la veille de la guerre de 14. On sait qu'il a eu pour parrain politique le général du KGB Rapoport, un ingénieur juif qu'il a rencontré sur les chantiers de la Volga, où travaillaient pêle-mêle prisonniers politiques et jeunes communistes volontaires, et que Rapoport le considérait un peu comme son propre fils. Ceci lui vaudra d'ailleurs une menace d'arrestation lors des campagnes antisémites de Staline de 1952, qu'il n'oubliera jamais. Il a ensuite travaillé, à partir de 1939, avec Otto Kuusinen, le fondateur du communisme finlandais, important dirigeant de l'internationale communiste, sourdement hostile à Staline et partisan de la politique des fronts populaires. Puis, ambassadeur soviétique pendant l'insurrection hongroise de 1956, il organise la répression du soulèvement de Budapest, mais aussi la mise en place d'une direction réformiste à la tête du Parti communiste hongrois, avec son ami János Kadar, qui lui restera fidèle jusqu'au bout. Secrétaire du comité central à partir de 1957, il s'affirme comme anti-stalinien à l'avènement de Brejnev, et sa nomination à la tête du KGB en 1967 correspond à la défaite du clan de Boris Chelepine, qui souhaitait une politique très dure à l'intérieur comme à l'extérieur. Chef du KGB, Andropov réprime, certes, mais exile surtout beaucoup à l'étranger, notamment Alexandre Solzhenitsyn. Il s'entremet tant qu'il le peut pour faciliter les discussions au Moyen-Orient entre Arabes et Israéliens. Enfin, Andropov, à la fin des années 70, commence à critiquer l'agressivité du régime envers la Chine de Deng Xiaoping, qu'il admire visiblement, et surtout, il s'engage contre le projet d'intervention militaire en Pologne en 1980. La réussite de l'état d'urgence de Jaruzelski en décembre 1981 porte la marque du succès éclatant, au moins à court terme, de son approche prudente. Et c'est fort de ce bilan peu connu en dehors du Kremlin qu'il se fait nommer numéro 2 du parti contre le dauphin désigné de Brejnev, Konstantin Tchernienko, en février 1982. L'autorité qui émane de lui rassure les conservateurs. Les ouvertures intellectuelles qu'il a volontiers pratiquées par le biais de ses secrétaires et collaborateurs les plus proches, les Arbatov, Primakov et autres, séduisent beaucoup de libéraux en Union soviétique et dans le reste de l'Empire. On le sait par ailleurs d'une totale intégrité dans un pays rongé par la corruption. C'est cette ambiguïté, cette complexité qui le met au centre du drame soviétique, à son moment le plus intense. Comment va-t-il s'y prendre pour changer le cap de la politique soviétique? Andropov parvient au poste de chef du pays le 12 novembre 1982. Rien n'a été laissé au hasard par ce prodigieux joueur d'échecs, sauf le temps, qui désormais lui est compté. Il ne lui reste que 14 mois à vivre, il les passera à secouer l'Union soviétique comme un arbre, multipliant les visites d'inspection improvisées dans les usines, critiquant les abus d'autorité et la corruption, faisant préparer par son équipe gouvernementale des plans de réforme économique inspirés de la Chine de Deng Xiaoping. Mais les affaires internationales ne lui laissent aucun répit. Il ne peut arrêter par la négociation le rouleau compresseur qu'est désormais l'alliance du président Reagan et de Helmut Kohl, ce dernier est parvenu à la chancellerie d'Allemagne au moment même où Andropov s'emparait du pouvoir à Moscou. À l'hôpital du Kremlin, à partir de novembre 1983, il continue pourtant de lutter jusqu'à son dernier souffle. En vain. La mort vient tout juste le soustraire au spectacle de la fin de l'Union soviétique. Et son dernier souffle donne le sentiment qu'il en aura été le dernier croyant. Andropov représentait-il une sorte de dernière chance? Aurait-il pu sauver le système, en quelque sorte, malgré lui-même? Pouvait-il réussir par la voie autoritaire, là où son disciple, Mikhaïl Gorbatchev, aura échoué par la voie démocratique? Andropov était beaucoup plus conscient que Gorbatchev de la gravité de la situation en matière nationale. Son intention était de nommer Lazeri Haïdar Aliyev Premier ministre de l'Union soviétique pour apaiser les musulmans, de lever toutes les persécutions administratives contre les juifs, de redonner de l'autonomie économique aux pays baltes. Sans doute était-ce insuffisant à terme.
Mais Andropov n'aurait pas laissé la crise de l'Union des républiques s'aggraver davantage par l'affirmation arrogante du nationalisme russe, comme Gorbatchev a été contraint de le faire pendant les 3 premières années de son règne sous la pression de son allié Ligatchov. Andropov connaissait également mieux les problèmes économiques et militaires. Il aurait sans doute opéré des coupes sombres dans les budgets militaires, engagé plus tôt le retrait d'Afghanistan, mieux organisé les expériences économiques. En fait, Andropov était une nature pessimiste et mélancolique, comme le trahissent les quelques poésies qu'on a publiées après sa mort et qu'il rédigeait à ses heures de loisirs, et non un optimiste courageux mais parfois naïf, comme Gorbatchev. Peut-être aucune de ces lucidités n'aurait-elle pu interrompre le cours de la maladie soviétique, de même que toute son énergie personnelle n'a pu empêcher le cancer de le ronger définitivement à l'âge de 70 ans. Mais l'exceptionnelle réussite de réformes entreprises par les dirigeants communistes chinois à la même époque, les regrets et les remords qui assaillent les Russes d'aujourd'hui, ne peuvent avec le temps que rehausser l'étonnante figure de Youri Vladimirovitch Andropov. Il est certain que l'avènement d'Andropov aura été l'ultime tentative de sauver le système communiste, déjà atteint dans sa force vitale, par un homme lui-même exceptionnel, engagé dans une lutte contre la montre avec la maladie mortelle qui le minait. Comme la disgrâce de Turgot signait l'arrêt de mort de l'Ancien Régime, sa mort, tragédie dans la tragédie, annonçait l'orage révolutionnaire, la catastrophe, désormais inévitable, mais dont l'issue jusqu'à présent est demeurée non sanglante, sinon optimiste.